Dans cette formation, nous allons présenter PowerPoint dans le but de découvrir que PowerPoint n'est pas simplement un logiciel qui permet de réaliser des présentations animées interactives pour des présentations vidéo projetées par exemple. Tout d'abord, lorsque vous démarrez PowerPoint, tout comme Excel ou Word, vous remarquez que vous arrivez sur un écran de démarrage où le logiciel vous propose des modèles avec des préférences selon le travail à réaliser ou le but à atteindre. Dans notre cas, encore une fois, comme il s'agit de démontrer qu'il est possible de faire bien d'autres choses avec PowerPoint et notamment de manipuler des objets et des outils de dessin avec de nombreuses fonctionnalités dans le but de cette formation précisément de créer ce type de logo, nous allons démarrer d'une présentation vierge en cliquant sur la miniature Nouvelle présentation pour basculer sur cet écran de démarrage dans lequel il y a par défaut une seule diapositive car une présentation PowerPoint est constituée de diapositives. D'ailleurs, sur la gauche, vous avez à disposition le volet qui permet de représenter la miniature de ces diapositives. Vous pouvez le réduire en le cliquant et le glissant sur la gauche, ou repiquer dessus de manière à le voir réapparaître. Ce volet vous permet de faciliter la navigation au sein de votre présentation. Vous remarquez aussi que PowerPoint respecte bien les standards des logiciels de la gamme Office, avec ses différents rubans, dans lesquels vous retrouvez des fonctionnalités bien connues, pour notamment mettre en forme les textes, ou encore modifier leurs alignements. Mais remarquez qu'il y a des fonctionnalités tout à fait appropriées, notamment pour gérer des diapositives de la présentation, ou encore, et c'est la section qui va nous intéresser, dessin, pour manipuler, créer des formes géométriques ou encore des objets bien définis. Comme nous souhaitons dans un premier temps manipuler des objets avant de nous concentrer sur la création du logo, nous avons besoin d'une diapositive totalement vierge. Pour ce faire, nous réalisons le raccourci clavier CTRL-A bien connu dans le but de sélectionner les zones de saisie qui sont placées par défaut à la création de la présentation. Puis nous enfonçons la touche Supre du clavier afin de supprimer ces objets. Et vous remarquez que la section dessin propose de choisir au travers de très nombreuses formes géométriques et un peu plus farfelues. Nous allons dans un premier temps nous concentrer sur des formes géométriques basiques. Mais avant cela, nous avons besoin d'outils qui vont nous permettre d'améliorer la précision pour le positionnement et le dimensionnement de ces formes comme tout logiciel professionnel. C'est pourquoi, dans le ruban affichage, nous allons cocher les cases règles, quadrillage et repères, pour constater en effet qu'une règle horizontale et qu'une règle verticale viennent se greffer sur l'espace de travail au-dessus et à gauche, avec des unités de mesure en centimètres pour faciliter le dimensionnement des formes. Le quadrillage qui est représenté virtuellement sur la diapositive, ainsi que les repères qui se coupent à l'abscisse et à leur donner 0. Ce n'est pas fini, nous allons cliquer sur le bouton d'option de la section affichée du ruban affichage pour basculer sur une boîte de dialogue grille et repères dans laquelle nous allons cocher une case très précieuse, aligner les objets sur la grille. Cette case va nous permettre d'activer le magnétisme de la grille, c'est-à-dire une fonctionnalité qui va attirer les formes que nous allons tracer directement sur le quadrillage, pour faciliter leur positionnement, mais aussi leur dimensionnement. Puis, arbitrairement, nous allons modifier ici le pas de la grille à 0,5 cm, car c'est une unité de mesure qui nous convient pour les travaux de manipulation que nous allons démontrer. Nous validons sur OK et nous revenons donc sur notre diapositive. De retour sur notre ruban accueil, nous allons donc commencer à manipuler ces formes géométriques. Tout d'abord, le rectangle. Lorsque nous le sélectionnons, bien entendu, par clic et glisser, nous pouvons tracer un rectangle. Et vous remarquez que le magnétisme attire la forme directement sur le quadrillage pour pouvoir faciliter son placement, mais aussi son dimensionnement si d'un rectangle nous voulions par exemple un carré. Notez ce raccourci standard, la touche Maj ou Shift en anglais, qui permet, comme vous le constatez, de contraindre à la volée le tracé d'une forme rectangle basique en carré parfait. Cette astuce est conventionnelle dans les logiciels professionnels, vous la retrouverez donc sur Photoshop pour la retouche photo ou encore sur Illustrator pour le tracé vectoriel. De la même façon, si nous traçons une ellipse basique entre les pas du quadrillage
de notre diapositive et que nous enfonçons encore une fois la touche majuscule du clavier, vous remarquez que nous transformons à la volée notre ellipse en cercle parfait. Et nous relâchons le bouton de la souris pour remarquer que chaque forme tracée est encadrée de poignées qui permettent d'agir sur la forme afin de la redimensionner, et si vous la redimensionnez encore une fois avec la touche Maj enfoncée, vous la redimensionnez en conservant ses proportions. Donc la touche Maj intervient à de nombreuses reprises pendant le tracé des formes, et on verra aussi pendant leur manipulation. D'ailleurs, si nous déplaçons cette forme de façon encore une fois arbitraire, vous voyez que nous ne sommes plus à l'horizontale mais que nous enfonçons la touche majuscule du clavier, cette touche va nous permettre de contraindre cette fois-ci le déplacement selon où nous nous trouvons, à l'horizontale ou à la verticale. Nous allons la replacer à peu près où nous étions. Si nous déplaçons cette forme avec la touche CTRL enfoncée, nous en faisons une copie. Et si en même temps nous enfonçons la touche Maj du clavier, vous remarquez que nous contraignons le placement de cette copie à l'horizontale ou bien, encore une fois, à la verticale. Donc autant d'astuces qui permettent d'être très efficaces pendant le tracé de ces formes géométriques dans PowerPoint, encore une fois, comme tous les logiciels professionnels. Notez aussi la présence pendant le déplacement, l'apparition de repères instantanés en plus du quadrillage et du magnétisme qui permettent vraiment de positionner parfaitement ces formes en fonction des précédentes, donc il n'y a pas d'excuse pour mal placer ou mal dimensionner ces objets de dessin dans PowerPoint. Tout est fait pour que les placements et les positionnements soient professionnels. Remarquez aussi que lorsque une forme de dessin est sélectionnée, un ruban dédié apparaît. Il s'agit du ruban format. Lorsque nous l'activons, il propose donc des fonctionnalités dédiées pour manipuler ces formes géométriques, ces formes de dessin. Vous remarquez la présence d'ailleurs d'une section style de forme qui ressemble d'ailleurs étrangement à la section style de Word pour appliquer des préférences regroupées de mise en forme à un objet de dessin, ce que nous pouvons faire par simple clic. Et puis, des fonctionnalités un peu plus spécifiques pour aller modifier des options bien définies comme le remplissage ou encore le contour. Lorsqu'une forme est sélectionnée, nous reviendrons sur les autres fonctionnalités proposées par ce ruban. Le raccourci clavier CTRL-D, D comme dupliquer, et d'ailleurs pour dupliquer, permet de réaliser une copie de la forme sélectionnée en la positionnant, comme vous le constatez, de façon aléatoire. Si dans la foulée, nous choisissons par exemple de déplacer cette copie avec un espace bien défini, en respectant le pas de la grille, c'est-à-dire ici 2 cm, et que encore une fois dans la foulée nous réalisons de nouveau le raccourci clavier CTRL-D, vous remarquez cette fois que non seulement nous réalisons une copie, mais que cette copie va respecter le pas fourni lors du premier déplacement. Ça veut dire que nous sommes capables de réaliser des formes géométriques et des positionnements symétriques parfaits. Il y a aussi possibilité, avec les différentes fonctionnalités que propose PowerPoint, de manipuler ces formes géométriques de base. Alors pour ce faire, nous allons commencer par zoomer l'espace de travail de manière à avoir une diapositive un peu plus grosse. Et vous remarquez, lorsqu'une forme géométrique est sélectionnée, la présence dans la section Insérer des formes du ruban format d'un bouton Modifier la forme dans lequel nous allons choisir modifier les points pour faire apparaître à la place des poignées d'ancrage, des poignées, donc des points d'ancrage. Ce sont les points qui permettent, si nous les déplaçons, de modifier la forme. Mais nous pouvons aussi en ajouter par simple clic directement sur la forme, comme ceci. Ces points d'ancrage sont associés de petites tangentes sur lesquelles nous pouvons agir par clic et glisser afin de transformer des segments de droite en segments de courbe. Mais nous pouvons, maintenant que nous avons ajouté ces points, tout simplement les cliquer et les glisser de manière à obtenir une forme finale bien différente de la forme d'origine qui était un carré. Si nous choisissions d'agir sur les tangentes, eh bien nous déformerions effectivement ces segments de courbe comme vous le constatez. Et il est possible, bien entendu, d'ajouter des points d'ancrage, mais aussi de les supprimer. Et pour cela, il faut réaliser un contrôle-clic directement avec la souris sur le point d'ancrage en question, comme nous le faisons ici, pour obtenir une forme tout à fait biscornue à l'issue. Il s'agit de manipulation encore une fois. Voilà pour les points d'ancrage. Nous allons donc maintenant nous concentrer sur une autre forme particulière, géométrique, le triangle. Le triangle,
que nous pouvons tracer de façon très aléatoire sur les repères de la grille, mais encore une fois, si nous enfonçons la touche majuscule du clavier, nous constatons que nous contraignons le tracé pour obtenir un triangle parfait, isocèle, voire équilatéral. Il y a possibilité, lorsque cette forme est sélectionnée, bien entendu comme nous l'avons dit, de la redimensionner par ses poignées d'angle ou latérales. Remarquez une poignée tout à fait particulière, la poignée de rotation avec cette petite flèche. Nous allons réaliser dans un premier temps une copie par CTRL D donc de ce triangle. Si nous agissons sur cette poignée de rotation, nous avons en effet la possibilité de réaliser une rotation sur notre forme d'origine. Nous allons annuler cette rotation encore une fois, et pour dire que cette technique se décline dans tous les contextes, nous allons effectuer une rotation en enfonçant la touche maj du clavier pour constater que la touche maj, cette fois-ci, va contraindre la rotation par incrément de 15 degrés pour obtenir à l'issue une rotation parfaite de 90 degrés, tout simplement. Ensuite, nous pouvons positionner, pourquoi pas, ces formes précisément l'une sur l'autre. Il y a possibilité d'ailleurs de déplacer aussi, pourquoi pas, ces formes directement avec le pavé directionnel, pourquoi pas. Nous pouvons les positionner encore plus précisément au millimètre près, en enfonçant la touche Alt du clavier si toutefois vous avez besoin de positionnement encore plus précis. C'est une option. Nous avons positionné arbitrairement ces formes l'une sur l'autre. Nous allons les sélectionner ensemble, et là il s'agit d'une astuce bien connue, en cliquant sur la première et à l'aide de la touche CTRL en cliquant sur la seconde, de manière à les regrouper dans la sélection, puis les déplacer, pourquoi pas, sur le carré qui est situé juste à sa gauche. Vous remarquez que cette forme, par rapport au carré, est située au premier plan. C'est un ordre d'empilement que nous pouvons modifier très simplement avec PowerPoint, encore une fois, avec le ruban accueil, mais surtout avec le ruban format. Notez la présence des boutons dans la section organisée, qui porte bien son nom, qui permettent d'avancer ou de reculer la forme dans la hiérarchie. En l'occurrence ici, pour la positionner tout au fond, nous allons cette forme regroupée, la placer à l'arrière-plan. Et nous constatons en effet que le carré, cette fois-ci, est bien positionné devant les triangles. Il y a possibilité aussi de réaliser des options de fusion sur ces formes. Il y a, dans le ruban format, dans la section insérer des formes, un bouton qui s'appelle fusionner les formes, qui permet de réaliser des combinaisons entre les formes sélectionnées. Il y a possibilité de les unir, ça veut dire qu'on obtient une forme globale qui réunit toutes les formes géométriques tracées, ou encore de les combiner. De les combiner, cela signifie que il ne va rester que les parties qui ne sont pas communes à l'issue, ou de les fragmenter. Toutes les parties qui sont coupées, les formes les unes avec les autres, vont devenir des objets de dessin indépendants. De choisir l'intersection, alors en l'occurrence ici, il faudrait que nous ayons des parties qui se recoupent, comme nous avons deux triangles qui couvrent la globalité du carré, eh bien ce n'est pas tout à fait dédié, ou encore de faire une soustraction. La soustraction est une opération particulière qui est intéressante. Elle consiste à découper une forme par d'autres. En l'occurrence ici, pour découper le carré par les triangles, eh bien nous allons sélectionner en premier l'objet à découper, et puis en deuxième et en troisième position les outils qui vont servir à découper, et nous allons choisir fusionner les formes, soustraction, pour obtenir cette forme particulière à l'issue. Ça veut dire que toutes les parties communes ont disparu. Là, ça vient du fait qu'il y avait un petit décalage. Et donc nous obtenons une forme finale qui est unique, c'est-à-dire un objet regroupé, qui est le résultat de la soustraction, c'est-à-dire de la découpe des triangles, du carré, pardon, par les triangles, etc., etc. Donc vous constatez que toutes ces fonctionnalités qui permettent de manipuler ces formes, ces objets et ces outils de dessin sont très riches dans PowerPoint. Il convient donc de les tester, de s'entraîner et de les manipuler. Nous allons maintenant partir sur la création de notre logo. Je vous rappelle que l'objectif à l'issue est d'obtenir ce rendu, c'est-à-dire un cercle qui va être découpé par des triangles déformés pour donner l'illusion de ce personnage qui lève les bras avec, vous le remarquez, la présence d'un texte qui suit la forme du cercle, donc d'un texte déformé et un petit motif à l'arrière-plan, quelque chose qui reste somme toute assez basique.
Pour cela, nous allons donc travailler sur une nouvelle diapositive. Nous cliquons donc sur le bouton Nouvelle diapositive du ruban Accueil et nous choisissons une diapositive vide dans la liste qui nous est proposée. Et vous remarquez que dans le volet des miniatures des diapositives, elle vient bien se greffer sur la gauche, ce qui nous permet de naviguer simplement de l'une à l'autre. Nous allons revenir sur un zoom plus raisonnable, à 100% par exemple, et nous avons besoin dans un premier temps de tracer un cercle qui fasse, on va dire, 4 cm de diamètre. Pour ce faire, nous avons donc besoin d'un repère horizontal à 2 cm au-dessus et en dessous, idem à gauche et à droite, pour le repère vertical. C'est très simple, dans PowerPoint, de dupliquer un repère. Il suffit de se positionner dessus et de le déplacer comme pour les formes géométriques avec la touche CTRL enfoncée. Et vous avez ainsi des repères qui permettent de placer plus simplement les formes qui, eux aussi, agissent avec le magnétisme de manière à les attirer et faire en sorte que les placements et les dimensionnements soient très précis. Nous allons dans la foulée donc tracer notre cercle. Comme vous le constatez, encore une fois, grâce au magnétisme des repères, c'est très simple. Si vous voulez assurer le coup, enfoncez la touche majuscule du clavier donc que nous avons vu précédemment pour pouvoir vous assurer d'obtenir à l'issue un cercle parfait. Nous allons faire quelques modifications sur ce cercle car si nous constatons le logo final, il est rempli d'un dégradé qui va du vert sur sa base vers le jaune sur son sommet. Donc nous allons le remplir d'un dégradé. Tout d'abord, nous allons nous débarrasser de son contour par le bouton contour du ruban format qui lui est dédié. Sans contour. Puis, avec le bouton remplissage, nous ne souhaitons pas une couleur unie, nous souhaitons un dégradé, mais un dégradé qui ne soit pas prédéfini car nous souhaitons le personnaliser. Donc, dans le sous-menu, nous cliquons sur l'option plus de dégradé pour voir apparaître sur la droite le volet format de la forme qui va nous permettre de paramétrer ce dégradé en cochant dans un premier temps pour la forme sélectionnée la case remplissage dégradé. Et vous remarquez que ce dégradé n'est pas si simple que ça, car il est constitué de 4 couleurs représentées par ces 4 petits curseurs, ces espèces de petites languettes, un bleu très clair, un bleu un peu plus foncé, un autre bleu légèrement plus clair, et enfin le blanc. Nous avons besoin de 2 couleurs, le vert et le jaune. Donc, ces petits pas intermédiaires ne nous intéressent pas. Nous sélectionnons ce curseur et nous le supprimons avec cette icône. Nous faisons de même avec celui-ci. Pour paramétrer la couleur de départ, nous sélectionnons le premier curseur et avec le pot de peinture en dessous, nous choisissons par exemple un vert que nous appliquons en cliquant directement sur la couleur et vous voyez que ce paramétrage s'applique en temps réel sur la diapositive, sur la forme plus précisément. Nous sélectionnons, nous cliquons sur le deuxième curseur pour définir sa couleur de fond et cette fois-ci nous allons choisir un jaune qui s'applique en temps réel. Alors notre vert est peut-être un peu pâle, donc nous allons choisir un vert un peu plus dense, comme ceci, pour obtenir le dégradé que nous souhaitions. Ensuite, nous allons faire quelques autres remarques assez intéressantes. Nous allons pour l'instant masquer notre volet format de la forme, comme vous le constatez, qui propose de très nombreuses options pour paramétrer ces formes. Comme je vous le disais, donc pour ce logo, nous allons réaliser des découpes à l'aide de triangles dont l'un sera modifié pour donner l'illusion de ce personnage qui lève les bras. Donc, nous allons tracer sur notre cercle des triangles. Nous sélectionnons donc notre outil triangle, isocèle, nous utilisons les repères pour tracer un rectangle parfait, superposé à notre cercle. Nous allons dupliquer cette forme, souvenez-vous que le CTRL-D est très intéressant pour ce faire, et puis nous allons replacer cette forme superposée parfaitement sur la première grâce au repère. Nous allons lui appliquer une rotation de 180 degrés en nous aidant de la touche majuscule pour nous assurer que nous nous arrêtons bien à 180 degrés de manière à obtenir une symétrie parfaite. Et comme vous le savez, nous pouvons modifier cette forme, car pour donner l'illusion de ce triangle déformé et à l'issue de ce personnage qui lève les bras, eh bien, il faut tout simplement que la base de ce rectangle, de ce second triangle, soit déformée en ajoutant un point. Nous savons le faire par le ruban format et par le bouton modifier la forme en ajoutant un point, en l'occurrence ici, sur le milieu du segment de la base du triangle, ce que nous faisons. Et puis, nous allons glisser ce point vers l'intérieur de manière à le faire rejoindre l'intersection des repères d'origine, c'est-à-dire à 0 d'abscisse
et 0 d'ordonnée comme ceci. Et vous voyez que notre logo, bien que la découpe n'ait pas encore été réalisée, semble prendre forme. Nous allons faire une remarque aussi très intéressante dans le PowerPoint d'aujourd'hui, on va dire les versions récentes. À partir du ruban accueil, vous notez la présence d'une section modification dans laquelle, si vous actionnez le bouton sélectionner, vous avez la possibilité d'afficher ce que l'on appelle le volet sélection. Ce volet sélection est étrangement similaire, à la palette des calques de Photoshop. Il permet de manipuler ou de sélectionner indépendamment les objets de dessin présents sur la diapositive en les cliquant directement depuis ce volet. Il y a aussi possibilité de renommer chacun de ces objets de manière à pouvoir les manipuler de façon plus explicite. Ce que nous allons faire pour renommer un objet, nous sélectionnons directement sa ligne et nous recliquons pour passer en mode saisie et nous lui attribuons un nom plus explicite comme par exemple triangle déformé que nous validons avec la touche entrée. De la même façon, nous cliquons sur triangle isocèle 2 et puis nous allons supprimer juste son extension pour garder uniquement le nom triangle. Et enfin, l'ellipse est en fait un cercle car nous avons contraint le tracé avec la touche Maj, donc nous allons appeler cet objet cercle. Grâce à ces noms explicites, il est très simple de sélectionner précisément une forme par rapport à une autre. Tout comme la palette des calques de Photoshop, il y a la possibilité de masquer temporairement certains des objets présents sur la diapositive en cliquant sur le petit symbole de l'œil en regard de l'objet dans le volet de sélection. C'est très intéressant lorsque vous souhaitez concentrer vos travaux et vos modifications sur une forme précise, surtout lorsqu'il y a beaucoup d'objets sur une diapositive. L'ordre d'apparition aussi dans ce volet sélection est très important, puisque de cet ordre dépend l'ordre d'empilement sur la diapositive. C'est pourquoi le triangle déformé apparaît au premier plan par rapport au cercle et au triangle isocèle qui est situé en dessous. Si nous modifions cette hiérarchie grâce par exemple aux petites flèches qui sont situées en haut à droite du volet sélection, vous remarquez que nous plaçons dans le volet sélection le triangle déformé tout en bas de la liste, ce qui fait qu'il se retrouve à l'arrière-plan par rapport aux autres formes présentes sur la même diapositive. Nous allons le remonter dans la hiérarchie. Car vous le savez, nous pouvons en effet utiliser le volet sélection pour ce faire, mais nous pouvons aussi utiliser directement des fonctionnalités présentes sur le ruban format. C'est un recoupement des mêmes fonctionnalités comme le bouton avancé pour mettre par exemple le cercle directement au premier plan. L'objectif ici est donc de pouvoir découper le cercle par les triangles, donc nous allons sélectionner, et vous voyez que ce serait pas facile ici de le faire dans l'ordre, en premier le cercle en le cliquant directement depuis le volet sélection, puis avec la touche contrôle nous allons ajouter dans la sélection ensuite, l'ordre est important, le triangle déformé puis le triangle normal. Et nous allons retourner sur notre bouton fusionner les formes du ruban format pour choisir d'effectuer une soustraction. Et en effet, nous constatons bien que les triangles servent d'outil de découpe pour couper notre cercle de départ, si bien que nous obtenons à l'issue une seule forme, comme vous le remarquez dans le volet sélection. Donc nous pourrions renommer cette forme, pourquoi pas, logo, puisque notre logo commence à prendre forme. Si nous consultons notre modèle à obtenir au final, eh bien, nous avons besoin de créer un petit motif. C'est une étoile répétitive. Pour ce faire, si nous voulons utiliser des méthodes professionnelles, nous allons nous baser sur les repères. Ces étoiles, donc, nous allons les tracer entre des repères que nous allons déplacer en les copiant grâce à la touche contrôle à 0,5 au-dessus pour le repère horizontal et à 0,5 à droite pour le repère vertical, de manière à tracer des petites étoiles entre ces repères. Nous sélectionnons donc l'outil étoile, nous traçons l'étoile directement entre les repères. Grâce au magnétisme, encore une fois, pas d'ambiguïté, nous obtenons une étoile parfaite aux dimensions que nous avons choisies. Nous allons la paramétrer grâce au ruban format en modifiant son remplissage, pourquoi pas une couleur violette. Et puis, pas de contour, parce que le contour est trop épais pour une forme aussi petite, pour obtenir l'étoile que nous souhaitions. Comme vous vous en souvenez dans la démonstration de la première partie de cette vidéo, le CTRL D permet de dupliquer cette forme en la plaçant
de façon aléatoire. Nous allons la positionner juste à côté grâce au repère. Puis, nous allons réitérer l'opération de manière à réaliser des copies qui se placent parfaitement en respectant le pas que nous avions donné au tout début de l'opération. Vous remarquez donc que dans le volet de sélection, il y a autant d'objets listés qu'il y a d'objets présents sur la diapositive, en l'occurrence toutes ces petites étoiles. Comme nous souhaitons de ces étoiles créer un motif, nous allons les sélectionner ensemble grâce à la touche CTRL et nous allons les regrouper, ruban format, et puis bouton grouper, grouper, pour obtenir une seule forme, en fait une forme constituée de plusieurs sous-formes, regroupées dans un groupe qui a un nom ici que l'on pourrait appeler étoile, pour y voir plus clair, mais qui nous permet néanmoins de continuer de manipuler indépendamment chacune des formes qui constituent le groupe. Néanmoins, depuis la diapositive, le fait de vouloir manipuler l'ensemble de ces formes est devenu beaucoup plus simple puisque pour les déplacer, il n'est plus nécessaire de les sélectionner tour à tour avec la touche CTRL, mais un seul clic suffit pour les sélectionner globalement. Et pour preuve que nous pouvons les modifier indépendamment, nous allons sélectionner explicitement celle du milieu et changer l'une des propriétés de l'une des formes, en l'occurrence ici la couleur de remplissage, pourquoi pas, en orange, comme le propose d'ailleurs le modèle à atteindre. Nous avons donc sélectionné cette petite étoile grâce au volet sélection et nous avons constaté la modification directement sur la diapositive. Encore une fois, ici l'objectif est de faire en sorte que certaines parties de ce motif soient masquées par la forme du logo d'origine, donc nous allons modifier l'ordre d'empilement, nous pouvons passer par les fonctionnalités du ruban format ou encore modifier la hiérarchie dans le volet sélection pour constater en effet que certaines parties d'étoiles sont bien masquées par le logo d'origine. Après, nous pouvons les déplacer à notre guise. Dernière étape, obtenir un texte déformé qui suive en réalité les courbes d'une forme. Pour cela, nous allons déplacer, ou plutôt réaliser des copies de certains de nos repères, en l'occurrence ici vertical à 2,5 cm, c'est-à-dire 0,5 cm plus loin, à gauche, à droite, au-dessus et en dessous. Vous allez comprendre que ainsi, nous allons pouvoir tracer par-dessus notre logo un autre cercle, mais ce cercle en réalité va servir simplement à définir la déformation que nous souhaitons contraindre, que nous souhaitons obtenir pour notre texte. Alors, encore une fois, le magnétisme permet d'obtenir facilement un cercle parfait, mais souvenez-vous, la touche majuscule permet d'assurer le coup. Nous avons donc notre cercle, qui s'appelle ellipse, en réalité il s'agit bien d'un cercle pour le texte, donc nous pouvons le renommer, mais ce n'est que temporaire, puisqu'à l'issue nous allons tout fusionner. Néanmoins, c'est bien comme ça qu'il faut faire professionnellement, lorsque les objets s'empilent pour pouvoir manipuler explicitement et indépendamment chacun de ces objets, ce que nous avons fait. Pour ajouter un texte, puisque cet objet va servir uniquement d'outil pour ce texte, nous cliquons avec le bouton droit de la souris sur ce cercle et nous choisissons dans le menu contextuel modifier le texte. Et là, nous allons ajouter le texte proposé par le modèle création, tourisme, vacances, que nous faisons directement dans la foulée. Création, tourisme, vacances. Le texte se place naturellement sur 3 lignes, faute de place, de largeur suffisante. Puis, dans la foulée, nous cliquons ailleurs pour désélectionner le mode texte, nous recliquons sur notre cercle, nous revenons sur notre ruban format qui nous propose d'ailleurs des réglages de texte cette fois-ci. Pourquoi? Tout simplement parce que notre forme contient bien un texte. Nous allons en profiter pour le remplir d'une couleur violette et pourquoi pas lui attribuer un effet un petit peu particulier avec un style de réflexion ici qui va donner l'illusion que le texte se réfléchit dans un miroir. Puis, nous allons utiliser ce petit bouton particulier, effet de texte, qui est très important pour aller choisir directement la dernière rubrique tout en bas, transformer, et vous constatez qu'on peut effectivement déformer le texte, comme quoi avec PowerPoint il est possible de faire beaucoup de choses et de création. Nous allons choisir nous une des options qui permettent de caler la déformation du texte sur le chemin, comme l'indique cette section, le chemin c'est-à-dire la courbe du cercle, et nous validons. Du coup, pour que notre cercle n'ait servi que d'outil à cette déformation, nous allons tout simplement modifier son remplissage pour lui attribuer aucun remplissage afin qu'il soit transparent et faire de même pour son contour. Ça veut dire qu'il va disparaître au profit
du texte, que d'ailleurs nous pourrions remettre en violet, puisque c'est bien la couleur d'origine que nous avions choisie, qui va rappeler la couleur violette des étoiles qui sont ici. À l'issue, nous obtenons un logo qui se rapproche fortement de ce que propose le résultat. On pourrait éventuellement émettre une remarque, bien entendu, sur les couleurs qui ne sont pas tout à fait les mêmes, mais bon, ce n'est pas le plus compliqué à modifier. Et puis, pour que notre logo puisse être utilisé comme une image, eh bien, nous pourrions conserver une copie en enregistrant cette présentation, et ensuite regrouper l'ensemble de ces objets. Je vous rappelle le raccourci clavier CTRL-A qui permet de les sélectionner tout ensemble, et ensuite, encore une fois, par le ruban format, nous allons choisir de les regrouper afin de les manipuler plus simplement ensemble, si bien que nous obtenons un groupe qui regroupe des formes indépendantes, mais un autre groupe qui reste toutes sélectionnables ou modifiables, que l'on peut manipuler en fin de compte toujours indépendamment les unes des autres grâce à ce volet sélection qui est très précieux, qui, je vous le rappelle encore une fois, est très proche de la palette des calques de Photoshop. Quoi qu'il en soit, de retour sur la diapositive, vous remarquez que votre logo n'est plus qu'un seul objet, facile à dimensionner, à déplacer. Il s'agit maintenant d'en faire une image. Alors au format PNG, c'est encore plus approprié car le format PNG conserve ses attributs de transparence qui nous intéressent particulièrement car nous pouvons ainsi placer notre logo sur d'autres formes de manière à ce qu'on puisse voir à travers. Pour ce faire, c'est très simple dans PowerPoint. Nous cliquons avec le bouton droit de la souris sur notre logo et nous allons choisir dans le menu contextuel d'enregistrer ce logo en tant qu'image. Dans la boîte de dialogue, nous allons bien entendu définir un emplacement précis. Ici, je vais vite aller dans le dossier qui lui est attribué, donc le dossier PowerPoint, pour lui attribuer un nom, et vous voyez que grâce à la zone type ici, il faut définir un type qui permette de gérer la transparence, comme le GIF ou le PNG, ce qui n'est pas le cas du JPEG par exemple, et nous allons lui attribuer ici un nom précis comme logo.png. Lorsque nous revenons dans notre explorateur Windows, nous constatons que notre logo est en effet présent, et si nous commandons un aperçu, vous remarquez que nous avons bien un logo qui est complètement indépendant de sa présentation, qui gère bien la transparence comme on peut le constater ici. Voilà donc pour la présentation de ces outils de dessin dans un premier temps dans PowerPoint, et vous constatez que les fonctionnalités sont nombreuses. J'espère que cette présentation vous a plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Ce serait très sympa de votre part. Et beaucoup d'autres formations donc vont suivre, et notamment sur les présentations animées interactives dans PowerPoint. Je vous remercie.